Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'entente, un décryptage consacré à la question des personnes en situation de handicap au Sénégal. Un sujet déjà bien campé avec le reportage que vous venez de suivre et réalisé par notre reporter Djibril Diallo. Pour parler de la question, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Moussa Thiaré. Moussa Thiaré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées au Sénégal. Exact. Bienvenue à ce plateau d'éclairage. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Nous sommes également avec Djibril Diallo, reporter à la rédaction de cette TV. Djibril, vous avez réalisé ce reportage que nous venons de suivre. En fait, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous a marqué sur le terrain en réalisant ce reportage consacré aux personnes en situation de handicap? Bonsoir, Pape Mokhtar Sellane. Ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est les conditions, d'abord c'est le quotidien de ces personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit les étudiants, que ce soit d'autres personnes qui recherchent travail, des occupations. D'abord, à l'UCAD, j'ai rencontré des étudiants qui... Leur statut, leur situation n'est pas en tout cas conforme à leur milieu, que ce soit le campus social, que ce soit le campus pédagogique, puisque déjà vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du campus social, les infrastructures, c'est-à-dire les bâtiments tels qu'ils sont construits, ils ne sont pas adaptés à leur situation. Donc ils vivent un calvaire, que ce soit au niveau du campus social et au campus pédagogique également. Il y a un manque criard de matériel didactique, et surtout pour ces étudiants malvoyants. Il n'y a pas de matériel didactique suffisant et il n'y a pas aussi d'enseignants spécialisés et suffisants. Donc ce sont des maux dont ils souffrent au niveau de l'UCAD. Mais il n'y a pas de dispositions spéciales qui ont été prises pour faciliter en fait l'inclusion de ces étudiants? Il n'y en a pas, parce que, comme je l'ai dit, quand il s'agit des infrastructures, par exemple, tous les amphis tels qu'ils sont construits. D'ailleurs, un étudiant que j'ai interviewé me racontait une anecdote. Un de ses camarades est une fois tombé alors qu'il allait pour faire cours. Il est tombé dans l'amphi parce que les amphis tels qu'ils sont construits ne sont pas adaptés à leur situation. Exactement. Oui. Mais en fait, au moment des interviews, en fait, quelle est la doléance qui revenait le plus souvent? C'est beaucoup, hein. Je veux dire, c'est beaucoup. Mais la principale pour ce qui est des étudiants, c'est l'insertion sociale. Parce qu'ils rencontrent d'énormes difficultés après leur étude, après l'obtention de leur diplôme. C'est très difficile pour l'insertion sociale, compte tenu de leur situation. Souvent, les recruteurs, je ne sais pas si on peut le qualifier de discrimination, mais parfois, quand on voit leur état, souvent ils sont rejetés par le fait qu'ils sont dans ces situations-là. Djibril Diallo, merci. Vous restez avec nous. Moussa Thiaré, président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. En 2010, il y avait espoir avec l'adoption de la loi 2010-15 du 6 juillet 2010 portant loi d'orientation sociale. Mais 15 ans après, est-ce que cette flamme d'espoir est toujours vive aujourd'hui au niveau des personnes en situation de handicap? Oui, je me dois de préciser tout de même qu'il y a l'adage qui dit tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nos vies en tant que personnes handicapées ne peuvent pas dépendre que de la décision d'autres personnes. Mais elles vont au-delà. Nous croyons en Dieu et nous avons la forte conviction qu'un jour ou un autre, nous aurons de meilleures conditions d'existence. Cependant, il faut noter tout de même que la loi d'orientation sociale a suscité un vent d'espoir au sein et parmi les personnes handicapées, mais jusqu'au moment où l'on parle, il reste difficile de maintenir cette bonne ambiance qu'il y avait au début, qui nous habitait au début. Pourquoi? Pour preuve, un résumé, la loi d'orientation 2010-15 du 6 juillet 2010 comporte 15 textes réglementaires. De 2010 à nos jours, ça fait 15 ans. À ce jour, on n'a pris que 2 décrets visant 3 dispositions de cette loi. C'est le décret 1038 qui a pris en charge l'article 3, c'est la carte d'égalité des chances, et l'article 16
l'éducation spéciale. Puis il y a le décret 1236 qui concerne le programme national de réadaptation à base communautaire. Ce qui veut dire qu'il reste 8 décrets à prendre et 4, si vous voulez, arrêtés interministériels. C'est le résumé. L'autre chose, pour résumer cette loi, c'est que le programme phare dans cette loi, c'est la carte d'égalité des chances que nous connaissons tous. À ce jour, on est à environ 100 000. Peut-être nous allons revenir sur ça. Mais comment expliquer en fait le fait que 15 ans après, il y a toujours des décrets et des arrêtés qui ne sont pas encore effectifs, et puis ça empêche aux personnes handicapées de bénéficier totalement de cette loi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est l'approche que les autorités ont jusqu'ici prise par rapport aux personnes handicapées. Pour certains, une loi existe et les affaires des personnes handicapées sont réglées, ce qui n'est pas le cas. L'autre chose, c'est que nous savons tous que entre 2010 et nos jours, il s'est passé beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Je veux dire, il y a eu la Covid, il y a les instabilités au niveau politique, nous avons eu beaucoup d'élections, et pendant tous ces moments, on est en situation d'urgence. Généralement en situation d'urgence, les besoins des personnes handicapées sont dilués dans les besoins de la masse. Ce qui veut dire forcément qu'on les oublie. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit du plaidoyer fort et structuré que la Fédération sénégalaise est en train de mener, il reste entendu que le vécu quotidien des personnes handicapées jusqu'ici laisse toujours à désirer. Oui. En fait, l'une des mesures phares de cette loi de 2010, en fait, c'est la carte d'égalité des chances. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement cette carte, à quoi elle sert et comment elle facilite la vie des personnes en situation de handicap? En temps normal, cette carte est un mécanisme de protection sociale qui a 2 fonctions essentielles. La première fonction, au départ, c'était pour l'identification des personnes handicapées. C'est pour savoir combien de personnes handicapées on compte au Sénégal, combien de femmes, d'hommes, d'enfants, etc. et les localiser. La deuxième fonction, c'était des services visés. Il y a au bas mot 8 services visés, parmi lesquels il y a la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, le transport, l'assistance personnelle, etc. Et même l'accompagnement financier. Mais le constat, c'est que à ce jour, on est à environ près de 80 000 cartes réalisées. Si on y ajoute les certificats de handicap, on tourne vers 100 000. Mais les 2 fonctions qui étaient visées au départ ne sont pas atteintes. Même pas parce qu'en termes de réalisation, on est à environ 7% de réalisation. Et la carte ne permet pas d'identifier les personnes handicapées. D'ailleurs, le défi majeur pour nous, c'est justement cette maîtrise des données statistiques pour les personnes handicapées. Parce que c'est avec cette maîtrise que nous pourrons éventuellement penser à une allocation conséquente de ressources devant servir à prendre en charge nos besoins. Le deuxième aspect, c'est que les services visés, j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, il y a quelques services qui sont pris en compte. Je veux dire, la bourse de sécurité familiale, par exemple, qui est un service arrimé à la carte. Nous avons quelque part le transport, entre autres, mais il faut noter que ce qu'on attendait sincèrement de cette carte n'est pas encore effectif. Oui, déjà en 2023, lors de la 16e conférence des États partis sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Sénégal avait pris l'engagement avec un objectif de 400 000 cartes de 2022 à 2026. Aujourd'hui, on est à 100 000. Est-ce qu'on peut dire que cet objectif peut être atteint vu le rythme de délivrance des cartes d'égalité des chances? Oui, difficilement. Il sera atteint difficilement. Même s'il y a des efforts, comme je l'ai dit, parce qu'il y a une sorte de décentralisation de la production de la carte, mais aussi la possibilité pour les personnes handicapées de disposer d'un certificat de handicap. Mais le problème majeur, comme je l'ai dit, il sera difficile d'atteindre cette carte pour une raison très simple. Même s'il y a cette décentralisation-là, la logistique n'est pas là, les ressources humaines aussi ne répondent pas. Mais il était question de digitalisation de la délivrance des cartes, de même que du certificat de handicap. Est-ce que ce projet est en cours ou bien... Oui, c'est en cours, c'est en bonne voie d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a une possibilité
de connaître un bon fulgurant quant à la production de cette carte. Mais l'essentiel pour nous, c'est justement l'effectivité des cartes. Vous savez, au Sénégal, si je m'en réfère à l'ANSD, on est à 7,3%. Ça veut dire exactement 1 323 226 personnes handicapées au Sénégal. Et c'est un nombre à minima. L'idée aurait pu être l'effectivité de toutes les cartes, de tous les services pour au moins les 80 000 personnes handicapées qui disposent de la carte d'égalité des chances. Au moins ça aurait pu être un élément pour pouvoir mettre le doigt sur une réalisation concrète. Ce qui n'est pas pour le moment, ce qui n'est pas le cas. On réalise des cartes, c'est vrai, mais les services visés par cette carte ne sont pas effectifs. D'accord. En fait, l'Organisation mondiale de la santé considère en fait le handicap comme un phénomène transversal qui va même au-delà des problèmes de santé. Mais aujourd'hui, est-ce que les autorités sénégalaises sont conscientes de la transversalité de la question du handicap? Oui, je le pense, sincèrement, et je m'en veux pour preuve l'agenda national de transformation. Je sais que dans cet agenda, il y a une forte présence de la question du handicap. Quoique, dans nos réflexions par rapport à notre contribution à ce référentiel, nous avons noté quand même qu'il y a lieu d'améliorer la question de l'inclusion des politiques publiques. Parce que nous sommes conscients que c'est la seule voie qui puisse permettre aux personnes handicapées de connaître un sort meilleur. Vous savez, depuis très longtemps, le handicap a été considéré comme une question médico-sociale. Ça veut dire que les gens pensent que quand on parle de handicap, on fait référence à une maladie, que les personnes handicapées sont malades, que les personnes handicapées sont impassibles, que les personnes handicapées sont des personnes à assister. Cet état de fait fait que dans les interventions, les gens mettaient l'accent sur l'assistance des personnes handicapées. Comment faire pour leur octroyer des vivres, etc. Et on ne pensait pas à une inclusion des politiques publiques. Et là, avec l'avènement de la Convention des droits des personnes handicapées et la loi d'orientation sociale, la donne forcément a changé, en tout cas sur le plan juridico-institutionnel. Mais il reste entendu qu'il y a un plaidoyer fort à faire et nous sommes dans ce travail-là d'ailleurs, nous au niveau de la fédération, parce que nous avons réalisé un document de plaidoyer pour une contribution au référentiel Vision 2050 en vue de garantir l'inclusion des politiques publiques dans toute leur diversité. Vous l'avez dit, en parlant de transversalité du handicap, cette question est d'autant plus importante que dans la loi d'orientation sociale, nous y avions réfléchi depuis très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé la mise en place d'une haute autorité. Et c'est l'article 48 de la loi d'orientation sociale qui parle de cette haute autorité-là, devant servir de cadre de coordination, mais aussi d'impulsion pour rendre les politiques publiques inclusives et se situer à un niveau supérieur par rapport au ministère. Parce que comme vous le savez, moi par exemple, je suis président de la Fédération sénégalaise depuis 2023. C'est-à-dire que je suis à 2 ans presque et demi de mon mandat. Lorsque nous sommes arrivés, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a dégagé une vision qui s'appelle le handicap, un critère qualité pour le développement durable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que la question du handicap ne saurait plus être une variable dans les discours des décideurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau territorial. Mais il faudrait qu'on puisse considérer le handicap comme étant une unité de mesure et de mesure de qualité. C'est-à-dire que, je donne un exemple concret. Pour parler d'éducation, on ne peut pas garantir l'éducation pour tous. On ne peut pas garantir une éducation effective si le critère handicap n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'éducation au Sénégal. C'est ça qu'on appelle critère. Et c'est la même chose pour la santé, et c'est la même chose également pour l'emploi, le transport, etc. etc. On a vu qu'en décembre dernier, la fédération a tenu un atelier portant sur l'amélioration de l'inclusion et l'accessibilité même des contenus au niveau des médias. Est-ce que vous avez des assurances par rapport à cette thématique avec le patronat de la presse sénégalaise? Non, jusqu'à ce jour, on n'a pas d'assurance en tant que tel, mais notre rôle, c'est d'alerter. Notre rôle, c'est de dire que, attention, nous qui sommes des personnes handicapées,
Nous avons déjà ce qu'on appelle la déficience. En début de cette déficience, nous sommes en train de tirer notre épingle du jeu. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont des sujets à risque, qui peuvent à tout moment être personnes handicapées. Si on ne prend pas en compte la question du handicap au niveau des médias, comme dans tous les secteurs, on ne garantit pas la résilience de notre société. Pourquoi? Parce que demain, si quelqu'un a une déficience quelconque, automatiquement, on va l'exclure de la société. Je donne un exemple. Vous travaillez ici. J'ai fait 4 étages pour y arriver. Demain, si par malchance, quelqu'un de la boîte a un malaise quelconque, un problème de pied, un problème d'ouïe, un problème de vision, il peut difficilement accéder ici. Et l'idée aussi, c'était de voir, par rapport à ce séminaire justement, la représentation des personnes handicapées au niveau des médias. Généralement, quand on présente une personne handicapée au niveau des médias, on met plus l'accent sur l'appareil qu'utilise la personne handicapée que sur la personne. C'est-à-dire qu'on fait disparaître dans le plan, si c'est à la télévision, on fait disparaître la personne en mettant un zoom sur son fauteuil roulant, sur sa canne blanche ou sur son appareil auditif. Là, c'est déshumaniser la personne. L'autre chose, c'est que dans les lignes éditoriales, vous verrez rarement, à part la Semaine nationale du handicap, les médias traitaient de la question du handicap. Pourtant, c'est une question d'intérêt national. La preuve, vous avez vu les événements qui sont passés entre 2021 et 2024. Il y a beaucoup de personnes handicapées. Chaque jour, vous voyez des accidents. Il y a beaucoup de personnes handicapées. Comment faire pour adresser ces phénomènes, en plus de la sensibilisation qu'on doit faire, mais comment faire pour garantir ce qu'on peut appeler le retraining, c'est-à-dire la reconversion. Si une personne handicapée par malchance et une personne dans le cadre de son travail a une déficience quelconque, comment faire pour que cette personne ne perde pas son emploi, mais surtout comment faire pour garantir l'emploi aux personnes handicapées et ne pas les considérer comme étant des personnes qu'il faut nécessairement aider. Et cela se reflète dans les discours. Vous avez des énoncés réducteurs. Par exemple, on entend personnes vivant avec un handicap. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'intervention va être de l'assistance. On entend personne porteur de handicap. Ça veut dire que c'est une personne qui constitue un fardeau, en quelque sorte, pour la société. Or, ces appellations-là, tous concourent à une stigmatisation très poussée des personnes handicapées. Voilà. Tout à fait. Moussa Thiaré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. Djibril Diallo, merci. Merci beaucoup, Pape Mokhtar Salah. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.